Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler modèle opérationnel. Cette fois-ci, nous n'allons pas décrire un modèle opérationnel, mais nous allons surtout parler de pourquoi un modèle opérationnel, quels sont les gains, à quoi ça sert et vers où on va. Je me présente de nouveau, Samuel, je suis TechOps principal et je suis plutôt la personne qui va parler des organisations de 200 à plus. Et Thomas, ici présent. Oui, moi, j'ai une expérience un peu plus sur les entreprises de plus petite taille en tant que product manager et head of, donc du startup à quelques personnes jusqu'à 200-300 personnes. Et donc, aujourd'hui, grande nouveauté, nous allons utiliser un outil remarquable, formidable, que personne ne connaît, qui s'appelle ChatGPT. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour présenter un peu le consensus que la majorité des gens pensent. Bah oui, une IA générative, par défaut, si je pose une question assez ouverte, elle va me donner un peu le consensus statistique, ce que les gens pensent. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire nos beaux consultants qui nous allons juste lire ce qui est écrit. Et non, nous allons mettre de la sauce sur le plat et vous choisirez si vous préférez de la viande, du poisson ou du végétarien. Donc là, en gros, ça va être notre support qu'on va utiliser plusieurs fois et qui va nous permettre de compléter ce qui est écrit et de donner notre avis, nos convictions et des fois des avis utiles. Donc là, je reprends et la dernière fois, on avait un peu présenté qu'est-ce qu'un modèle opérationnel. Donc on peut voir que c'est constitué d'une structure. Bon, jusque-là, on est plutôt d'accord, on est cohérent. Après, on va parler de processus, de technologie, d'outils. Ressources humaines, c'est la partie personne, culture et la partie ressources financières. Il faut savoir qu'on fera par la suite une vidéo sur chacun de ces thèmes qu'on va creuser. Là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette petite partie ici qui est à quoi sert un modèle opérationnel. Donc, on va parler d'alignement stratégique, d'optimisation, d'adaptabilité et de gestion des risques. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre chacun de ces items et dire qu'est-ce que on peut rajouter, qu'est-ce qu'on en pense et quel est l'intérêt, à quoi ça sert. Vous avez une bonne mémoire visuelle et c'est bon parce que là, je vais l'enlever et nous allons faire donc tous ces items. Donc là, comme on a dit avant, moi je vais donner un peu la perspective sur les plutôt grandes boîtes et je vais parler d'alignement stratégique. Donc un modèle opérationnel, pour revenir un peu dessus, c'est quoi? C'est d'un côté, vous avez une stratégie, en gros vers où l'entreprise veut aller et comment elle a décidé d'y aller, qu'on peut décliner en stratégie produit et vision produit. Et donc là, on va parler d'alignement stratégique. Pourquoi? Parce que justement, on va tenter d'exécuter la stratégie. Je leur redis ce que j'ai dit la dernière fois. Pour moi, c'est pas juste exécuter une stratégie, c'est aussi faire la boucle de feedback retour. Donc, on a un modèle opérationnel. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va prendre la stratégie en entrée et on va la faire tourner dans la moulinette et on va permettre de bien exécuter la stratégie. Alors, dans ChatGPT, vous vous souvenez peut-être pas trop, mais c'est écrit, il assure que les opérations sont alignées avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que justement, quand on prend la stratégie, on va la faire passer dans la structure, on va essayer d'avoir la structure la plus adaptée à la stratégie de l'entreprise. Pareil, au niveau des processus, on va essayer de faire que dans les processus, on ait les bons objets pour suivre la stratégie. Par exemple, les axes stratégiques, on va les retrouver. Et on va être capable de s'assurer que nos processus sont adaptés à ça. Comment on le sait? Ça, c'est une question intéressante. Il y a des indicateurs qu'on peut faire, c'est par exemple le pourcentage d'exécution de la stratégie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais prendre toute ma capacité à faire et je vais regarder sur quoi je travaille. Et c'est là où je peux mettre le curseur de manière différente. Alors, je vais toujours avoir le run qui est, en gros, faire que la prod elle marche. Mais après, c'est quelle latitude je laisse aux personnes pour exécuter ou non la stratégie. Je peux dire, vous n'exécutez que des sujets qui ont à voir avec la stratégie. Et je peux dire qu'OK, vous exécutez la stratégie à 50% et l'autre pourcentage, c'est la liberté que je vous donne. Et ça, c'est un choix, en fait. Et en gros, le modèle opérationnel, il va nous permettre de suivre ça. Il va nous permettre de suivre à quel niveau on exécute la stratégie et quelle force on veut donner à la stratégie. On pourra aussi savoir, OK, si j'ai axe stratégique A, axe stratégique B, quel poids j'ai mis sur chacun, parce que je peux vouloir mettre des poids identiques, mais je peux vouloir en rajouter. Et ça peut aussi permettre de dire, OK, tout sujet stratégique passe avant tout sujet qui n'est pas stratégique. Et donc ça, dans le modèle opérationnel, on va pas mal le retrouver dans la partie processus, où on va essayer d'avoir les processus qui nous permettent d'avoir ces informations, et donc qui nous permettent de prendre des décisions. Donc ça, c'est la vision sur les boîtes qui sont un peu grandes, parce qu'on se pose ces questions-là. Quelle capacité je mets à droite, quelle capacité je mets à gauche. Et maintenant, je passe la parole à Thomas qui va nous donner le pendant sur des boîtes un peu plus petites. Ouais, sur des boîtes un peu plus petites, en général, la stratégie est déjà connue, partagée. Quand elle est partagée, c'est à travers des hands-on, à travers des discussions où il y a beaucoup de monde, peut-être toute la boîte.
La problématique qu'on va rencontrer sur les boîtes un peu plus petites, ça va plutôt être comment s'y raccrocher, comment retrouver quel est le modèle et quel est ce qui a été décidé, soit communément, soit par la direction. Et là, c'est bien d'avoir, au lieu de se reprendre une vidéo ou les 3 vidéos précédentes des hands-on, d'avoir un endroit où on sait qu'on va pouvoir retrouver le modèle opérationnel, retrouver les décisions qu'il constitue et le modèle enfin, les différents éléments qui constituent ce modèle. Et pouvoir se raccrocher à quelque chose d'écrit et sur lequel on va pouvoir s'appuyer tous les jours, bah, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est là qu'il y a un plus grand intérêt. J'embraye sur le second gain qui s'appelle optimisation, et je relis la phrase par ChatGPT. Il permet d'identifier les inefficacités et d'améliorer les processus pour accroître la performance. Alors là, comment on mesure la bonne exécution, on va dire, du modèle opérationnel, sachant que le modèle opérationnel est fait pour exécuter, comme vous pouvez voir, je tourne sur la partie exécution. Là, en général, moi, j'ai tendance à avoir donc un slogan qui est un peu en anglais qui s'appelle Fast Stable Value. Donc fast, c'est un peu la partie rapidité. Donc je vais voir exactement comment je suis rapide. Et là, souvent, on peut mesurer ce qui s'appelle le time to market, le temps que je mets entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je vais en prod. Sachant que là, on trouve un peu tous les chiffres sur le marché. Ce qui compte, c'est sur les gros cailloux. Donc quand vous me dites une semaine, je sais que c'est pas sur un gros caillou. Un gros caillou, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et là, si vous arrivez à être en dessous de 3 mois, c'est quand même très très bien. Si vous êtes à 6 mois, c'est déjà pas si mal. Et quand vous êtes à 1 an, c'est que c'est pas terrible. Donc ça, c'est un indicateur intéressant qui permet de voir justement à quelle vitesse vous allez en production et à quelle vitesse vous êtes capable de répondre à une demande d'un prospect ou d'un client. Donc là, après, comment on peut zoomer et voir ça? On va retrouver la partie processus où on va par exemple regarder l'efficacité du flux. C'est par exemple le temps passé sur un sujet versus le temps où personne ne travaille dessus. Donc c'est là où pareil, on va regarder les temps d'attente et assez souvent, on constate que sur un sujet donné, il y a par exemple passé que 20% du temps effectivement à travailler sur le sujet et 80% c'est du temps d'attente. Donc ça, c'est dû justement à l'organisation, à vos processus. Et encore, quand je dis 20, en fait, c'est un bon pourcentage. C'est pas rare que ce pourcentage, ce soit 5. Ça veut dire qu'il n'y a que 5% du temps qui est passé à travailler sur un sujet et 95% du temps, il attend. Et c'est pour ça que souvent, quand vous regardez la partie TTM ou Time to Market, la partie rapidité, la rapidité n'est souvent pas liée à la taille du sujet, mais plus à justement vos process et comment vous êtes organisé. Donc là, après, on peut aussi regarder la partie stabilité, donc qui va être liée à la partie qualité. Donc là, en gros, c'est votre capacité à livrer des sujets, on va dire, des fonctionnalités de bonne qualité qui fonctionnent et sur lesquelles on peut avoir du feedback assez rapide. Ça, c'est la dernière partie que des fois les gens oublient, la partie valeur, où c'est pas tout de livré, mais une fois que c'est livré, c'est pas fini. Ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on a livré de la valeur. Parce qu'à la base, tout est hypothèse, et donc il y a la valeur qu'on pensait, et puis il y a la valeur réelle, et souvent il y a un petit écart. Et c'est là justement où on va parler après du retour sur la partie stratégie. Donc tous les apprentissages qu'on va avoir en production vont nous permettre de mettre à jour la stratégie. Et donc une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité ou la réponse à un problème, ça ne s'arrête pas quand je l'ai mis en prod ou activé en prod, ça s'arrête quand j'ai appris et que j'ai pris des décisions par rapport à ça. Donc ça, c'est toute la partie optimisation. Donc avant de passer la parole à Thomas, je résume. Donc en général, les indicateurs qu'on va suivre pour savoir si notre modèle opérationnel est bon, c'est à quelle vitesse je suis capable de livrer quelque chose, quel est mon niveau de qualité, donc la partie stabilité, et à quelle vitesse j'apprends, est-ce que je livre de la valeur, est-ce que je suis capable d'adapter ma stratégie en fonction de mes apprentissages. Donc ça, c'était la vision société qui ont une petite taille, voire une certaine taille, et Thomas va donner le pendant sur les sociétés un peu plus petites. Ouais, sur les sociétés un peu plus petites, il y a différentes typologies, mais ce qu'on remarque, c'est plutôt une mesure de l'efficacité réellement jusqu'à l'efficacité financière. Donc, soit il y a des modules, des équipes indépendantes avec des produits indépendants, soit il y a des équipes plus globalisées. Mais ce qu'on cherche, c'est l'efficacité qui va aller jusqu'au bout et dire, OK, je suis efficace financièrement avec ce que je viens de livrer ou pas. Évidemment, le TTM a une importance, mais on va pousser vraiment jusqu'au bout. Et dans certaines structures, il y a on a l'habitude de voir la start-up, parce que c'est taille d'entreprise, c'est start-up ou petite PME, avec un modèle très plat, pas hiérarchisé. C'est pas du tout le cas. Il y a des endroits où c'est très verticalisé. Donc, c'est pas forcément sur ce modèle-là. Mais l'efficacité est souvent mesurée à l'efficacité financière, est-ce que ça rapporte de l'argent ou pas. L'avantage d'une petite entreprise, ça va être
d'être capable de réagir plus vite. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est souvent d'avoir des petits incréments de valeur, des incréments de valeur qui sont beaucoup plus petits, et sur les modèles un peu start-up, donc assez nouveaux, là, on va avoir des équipes qui sont plus autonomes et qui vont être capables d'être indépendantes et donc d'avoir moins de relations, comme tu disais, avec beaucoup de temps d'attente parce que j'attends que l'autre équipe plus tard, plus loin, me livre sa portion pour notre produit. Si les équipes sont indépendantes, elles vont être beaucoup plus efficaces dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, c'est bien parce qu'il a déjà commencé le sujet d'après, qui est la partie adaptabilité, en évoquant ce qui se passe dans les boîtes un peu plus petites. Et dans les grosses boîtes, en gros, la question, c'est à partir du moment où la stratégie d'entreprise change ou la stratégie produit change, combien de temps il faut pour changer de direction? Et donc là, c'est là où, en général, on peut faire un parallèle avec l'armée, qui est de dire, OK, si je décide de partir en campagne et que je dois avoir et de l'aviation et de la marine et de l'infanterie et des tanks, combien de temps je mets à changer de direction? Donc ça s'appelle l'op-tempo ou le tempo opérationnel. Donc c'est combien de temps il nous faut pour changer de direction. Là, on peut retrouver la même chose et donc le parallèle dans l'entreprise. En gros, n'importe quelle raison, hein. Soit parce que les chefs ils ont décidé de changer de direction, soit parce que le marché il fait qu'il y a un événement qu'il faut changer de direction. À partir du moment où j'appuie sur le bouton, combien de temps je mets à être de nouveau opérationnel? Parce qu'en gros, ce que vous allez voir, c'est que les indicateurs ils vont baisser parce que là, on est en train de tout changer. Et donc, combien de temps vous mettez à changer d'organisation? Et c'est là où vous pouvez faire soit des big bangs une fois tous les 3 ans. Et là, c'est bien parce que vous mettez à peu près 1 an à vous remettre d'équerre. Je charrie un peu ce matin, je sais. Mais en tout cas, l'indicateur qui est intéressant justement sur la partie modèle opérationnel, c'est combien de temps vous mettez à changer de direction. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie adaptabilité ou est-ce que je passe à gestion des risques? Non, tu peux passer à la suite, c'est à peu près la même chose. Eh ben, gestion des risques. Il permet d'anticiper et de gérer les risques opérationnels. Bon, là, comment dire? Dans un ancien temps, j'ai fait de la gestion de projet traditionnelle que je ne remets pas en cause. Pour moi, c'est très adapté au contexte dans lesquels l'incertitude est hyper faible. Et donc quand l'incertitude est faible, je peux prédire l'avenir, je peux dire: «OK», en analysant, je peux dire que ça va être comme ça et là, je vais construire mon pont. Et là, à cette époque-là, je faisais de la gestion des risques, je regardais tout ce qui pouvait arriver et donc je prédisais: «OK, face à tel risque, je vais mettre tel mitigation», donc un mitigation plan où je vais essayer de dire: «OK, si tel risque apparaît, voilà ce que je vais faire». Bon, dans la pratique, ça marche peut-être bien, quand l'incertitude est faible. Quand l'incertitude est forte, pour moi, c'est un peu, inutile, voire c'est du bullshit, parce qu'en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier des risques, puis je vais mettre un plan en face et puis tout le monde va être content. Sauf qu'en fait, des risques, il y en a partout et on va plutôt dire que tout ce qu'on fait à chaque fois, c'est de la diminution de risque. En fait, quand j'exprime un besoin, c'est pas un besoin, hein, c'est une hypothèse, et là, après, je vais dérisquer ça et partout, en fait, je vais dérisquer et ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais vouloir apprendre le plus vite possible. Éventuellement, quand je considère que l'incertitude est forte, c'est là où je vais aller le plus. Si, par exemple, l'incertitude, elle est sur le marché, je vais d'abord essayer d'aller diminuer l'incertitude sur le marché. Si l'incertitude, elle est sur la partie problématique, je vais faire ça. Donc, en gros, je vais faire de la gestion des risques partout parce que je vais passer ma vie à diminuer le risque. Mais est-ce que pour autant, je vais avoir un slide avec gestion des risques et voilà quel est le plan de mitigation? Si l'incertitude est très, très faible, je le ferai. Bon, malheureusement pour moi ou heureusement pour moi, je n'ai pas l'impression d'être vraiment dans ce contexte-là, quand je parle un peu d'informatique. J'ai plutôt l'impression que l'incertitude, elle est relativement forte. Donc j'ai plutôt envie de dire que le modèle opérationnel va nous aider à diminuer les risques tout le temps. Et je repasse la parole à Thomas. Ouais, diminuer les risques tout le temps et travailler sur l'adaptabilité, c'est ça qui diminue les risques, en fait. Que ce soit dans une dans une petite boîte ou une grosse boîte. Alors, dans la grosse boîte, c'est peut-être, un peu plus, limité, cette capacité à s'adapter. Mais, dans le modèle start-up et en fait même dans les PME, et les ETI, on a tendance à vouloir, être capable de s'adapter rapidement à un événement qui arrive et c'est comme ça qu'on gère les risques. Effectivement, sur un marché où, les risques sont connus, les risques sont faibles et l'incertitude est faible. On peut gérer les risques et les chercher et les trouver, les lister et mettre les plans, en face. Sur un marché e-commerce, un marché, informatique, start-up, et SaaS ou autre, c'est beaucoup plus compliqué. Plus on est proche d'un marché, B2C, avec des clients qui sont, volatiles ou autres, c'est beaucoup plus compliqué et je pense que l'adaptabilité, c'est ça qui permet de gérer le risque.
Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Si j'essaye de résumer, et là, je vais faire un truc magique, je vais revenir sur ChatGPT. Donc là, on a parlé donc d'alignement stratégique. La question, c'est à quel niveau vous êtes en train d'exécuter votre stratégie versus d'autres choses. Et ça, finalement, c'est un choix. On ne dit pas qu'il faut nécessairement exécuter stricto sensu la stratégie et que tout ce qui passe autour, vous ne le faites pas. En gros, c'est la capacité à savoir justement à quel niveau vous êtes orienté par rapport à votre stratégie et quel axe stratégique. L'optimisation, c'est est-ce que vous êtes rapide avec un bon niveau de qualité? Est-ce que vous êtes capable d'apprendre sur ce que vous faites? Est-ce que vous livrez de la valeur ou pas? L'adaptabilité, je change de direction. Combien de temps je mets à changer de direction? Ça va beaucoup toucher typiquement la partie structure organisationnelle, votre capacité à changer. Et après, des fois, hein, on peut aussi dire que vous êtes dans un environnement certain dans lequel il ne va pas se passer grand-chose. Vous pensez qu'il n'y aura pas d'événements rares. Et là, vous pouvez avoir des structures un peu plus rigides. Mais donc, en tout cas, ça, c'est un indicateur intéressant. Et la dernière, c'est la partie gestion des risques. C'est un peu votre exposition au risque et comment vous diminuez le risque pour justement ne pas être trop exposé au risque. Et c'est tout pour cette petite vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et après, on va faire des zooms sur toutes les parties. Merci. Merci.